très content d'être avec vous aujourd'hui, parce que comme vous, j'aime l'aventure. Vous, c'est peut-être l'aventure entrepreneuriale, on parle d'innovation, de conquête de parts de marché, peut-être de défense de parts de marché, de constitution d'équipe. Et comme l'a dit Mylène, moi, c'est plutôt les environnements extrêmes, la montagne et les zones polaires. Alors si on a bien un point commun, c'est que nous tous, il nous faut performer dans un environnement plutôt incertain et imprévisible. On connaît tous à peu près l'objectif. Pour moi, c'est aller au pôle, c'est monter au sommet de l'Everest ou autre. Mais le chemin pour y arriver est semé de surprises. Alors j'ai choisi de vous présenter 3 principes d'action que nous, on met en place dans ces environnements extrêmes et qui sûrement feront écho avec vos aventures entrepreneuriales. On va commencer par l'état d'esprit, le schéma mental de l'aventurier. Je vous laisse découvrir. Acceptez que rien ne se passera comme prévu. Alors, je vais vous amener sur le territoire de l'ours polaire, au pôle Nord. C'est quoi les caractéristiques de cet environnement? Vous êtes sur la banquise. La banquise, c'est 1,40 m d'épaisseur moyenne, posée sur 4000 mètres de profondeur d'océan Arctique. Et en fait, quand vous allez au pôle Nord, tour à tour, vous pouvez vous retrouver sur des zones de compression, parce que c'est un puzzle, en fait, la banquise. Donc, 2 plaques qui se rentrent dedans, et là, vous avez un mur de 3 mètres à franchir. Si elles se rentrent dedans, elles peuvent aussi s'écarter. Et là, vous avez ce qu'on appelle un lead, une voie d'eau qu'il vous faut traverser, en ayant conscience que vous avez bien 4000 mètres de profondeur d'eau sous vos pieds. Et puis, l'eau, elle va regeler. Donc, il vous faut parfois passer sur des fines couches de glace comme ça, en vous disant « Waouh, est-ce que ça va tenir ?» Et c'est aussi le royaume de l'ours polaire, contre lequel on n'a aucune chance. Alors, accepter que rien ne va se passer comme prévu, ça ne veut pas dire improviser. Là, vous l'avez compris, c'est un milieu qui ne vous laissera pas de deuxième chance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, faire la distinction entre le risque et l'incertitude. Le risque, on va pouvoir l'anticiper, on va pouvoir se préparer. Le risque, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va se retrouver à un moment donné avec 2 plaques qui s'écartent. Et donc, il va falloir traverser une voie d'eau. Alors, pour ça, on a plusieurs réponses, plusieurs solutions. Déjà, choisir un traîneau qui est plus long, qui pourrait nous servir de pont. Choisir une combinaison étanche sèche. Si on doit passer dans l'eau, au moins on ne sera pas mouillé. Là, récemment, j'ai travaillé aussi sur des petits canaux pneumatiques, puisque si la voie d'eau est beaucoup plus longue, voilà, on va pagayer. On parle même d'utiliser des kayaks si la voie d'eau est encore plus longue. La tempête, elle peut arriver. Et donc là, nous, quand on est 4, par exemple, on s'entraîne à monter la tente à 4, à 3, à 2. Vous voyez, on fait des scénarios alternatifs. Pourquoi 4, c'est l'optimal. Mais peut-être qu'il y en a un qui est blessé et il faut qu'on soit que 3. Ou peut-être qu'il y en a un qui est blessé, qui a besoin de quelqu'un pour le protéger, et là, on sera 2. Donc, on prépare toutes ces réponses. L'ours, c'est pareil. On est sur son territoire. Donc, on a tous un petit pistolet d'alarme. Bon, je ne suis jamais servi, mais a priori, c'est pour le faire peur. Quand on met les tentes, on met une clôture autour. On se dit que quand on dort, peut-être il va déclencher les fusées et ça le fera partir. Et on a aussi un fusil en cas de légitime défense. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à anticiper et se préparer sur tous les éléments de risque qui sont connus. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer les conditions qui vont nous permettre d'accueillir l'incertitude. On crée ces automatismes et donc on crée les conditions de l'agilité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme incertitude et surprise? La première préoccupation quand vous êtes sur le pôle, c'est de prendre vos positions GPS. Avant de vous endormir, on regarde la position GPS. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la position GPS. Et est-ce que vous avez en tête de combien de kilomètres on peut dériver en une nuit? Nous, on dérivait de 2 kilomètres. Donc, soit c'est une incertitude positive et vous allez dans le bon sens et vous avez gagné du temps. Alors, pendant que vous reposiez, hop, on avance. Et je dois vous avouer que c'était plutôt négatif. Et donc, mentalement, vous commencez avec des pensées négatives en disant « Super, on a dormi, on s'est reposé, mais on a 3 quarts d'heure à récupérer juste pour venir au même point. » Donc là, l'idée, c'est on sécurise, on crée les automatismes de façon à accueillir donc, les éléments d'incertitude et créer ces conditions d'agilité. Le deuxième élément, c'est maintenant, il va falloir être agile en situation. Et là, en situation, comme rien ne se passe comme prévu, on va essayer de se focaliser sur les éléments sur lesquels on peut réellement agir. Alors, on était au pôle Nord, là, je vous amène au pôle Sud, dans la tempête. Donc, quand j'étais au pôle Sud, on était 4, 2 Anglais, un Néo-Zélandais et moi-même, et on était sur la voie historique de Amundsen. Amundsen, donc c'est le premier à avoir été au pôle Sud en 1911. Donc un projet de 650 km de marche,
35 jours d'autonomie. Et on se retrouve, après 10 jours, confiné 4 jours dans cette tente. Les conditions extérieures, c'est rafale à 100 km/h, il fait moins 40. Donc là, on est confiné, vous voyez qu'il n'y a pas de vitre. On sort 5 minutes par jour, juste pour les besoins naturels. Qu'est-ce qu'on fait pendant 4 jours? Alors la tentation est grande d'en vouloir à la nature. Hein. Vous pourrez dire, ok, la tempête, pourquoi elle arrive là? Pourquoi ce vent? Pourquoi si froid, etc. La tentation est grande aussi d'en vouloir aux autres. Pourquoi on n'a pas pris un peu d'avance? Moi, j'étais en forme il y a 3 jours, et pourquoi on n'a pas pris un peu d'avance? Pourquoi on a choisi cette voie alors que celle qui est à côté, elle est à l'abri? Donc là, vous êtes sur un risque de dislocation finalement de l'équipe. Mais vous concentrez toute votre énergie sur des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus agir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, au moins, consolider la tente. Hein. Au moins, donc faire une petite aile en amont qui est censée détourner le vent pour se mettre à l'abri. Ça secoue, hein, c'est la lessiveuse à l'intérieur. Hein. Pendant jour et nuit, c'est la lessiveuse, hein, c'est dur. Mais c'est aussi se reconcentrer sur soi, gérer son énergie. Je bois, je mange, je dors. Vérifier le matériel, c'est le moment. Hein, les marins, ils ne réparent pas pendant la tempête, nous, on répare pendant la tempête. Hein, on fait le contraire. Et puis, c'est faire en sorte, bien sûr, de garder un mental positif. Appeler la famille. Hein, moi, je discutais aussi avec le Néo-Zélandais. On s'est raconté quelques bonnes blagues. L'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter le stress, quand je me focalise sur les éléments sur lesquels je ne peux pas agir, et aussi éviter l'apathie. Je suis victime d'une situation, je ne peux rien faire. Nous, on cherche à être tout le temps actifs. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y aura une opportunité qui va se présenter. Et là, il faut être en capacité, 1, de la repérer, parce qu'elle ne sera jamais idéale, et 2, de la saisir. Si vous êtes dans l'apathie, si vous êtes dans la victimisation, vous n'y allez pas. Donc on est toujours actif, et l'idée, c'est garder notre vélocité pour rattraper tout ce retard. Alors tout ça, ça s'apprend. Moi, je ne suis pas né avec ce mode d'emploi, et ça m'amène au 3e principe. 3e principe, une connerie par jour, mais jamais 2 fois la même. Donc là, vous avez un autre exemple. On était au sud, au pôle Nord, et là, on va au sommet de l'Everest. Et vous me voyez sur la photo, c'est à la descente, on est à 8600 mètres d'altitude, et je suis en train de boire. C'est la contrainte principale, au-delà du manque d'oxygène, bien sûr, dans ces altitudes, de la haute altitude. C'est un environnement sec. Il vous faut boire à peu près 4 à 5 litres d'eau par jour. On se déshydrate juste par la respiration. Alors, au moment du push final, j'essaie de vous mettre dans les conditions, hein, c'est à peu près 20 heures d'effort. Hein, vous allez partir du camp 3 à 8200 mètres, vous montez à 8848 mètres, et vous enchaînez la descente, vous redescendez à 6400 mètres, vous mettre à l'abri donc sur le camp de base. 20 heures d'effort non-stop, et vous partez donc de nuit. Nous, on avait fait un pacte. On était 3 Français et 3 Sherpas. On s'est fait un pacte, on s'est bien regardé dans les yeux, et on s'est dit, OK, on s'arrête toutes les heures, et toutes les heures, on boit. Et évidemment, au bout de combien de temps on s'est arrêté? Il s'est passé 3h30, 4 heures avant qu'on s'arrête. Hein, tout simplement, on avait un stop à Mushroom Rock, ça s'appelle. C'est là où vous changez les bouteilles, vous reprenez une bouteille pleine, donc pour faire le sommet et redescendre. C'est là qu'on a pris conscience qu'on n'avait pas bu pendant 3-4 heures. Alors ça ne nous a pas coûté en termes d'impact, puisqu'on a pu faire le sommet. Hein, on a perdu bien sûr en performance, on a perdu en lucidité, on a aussi eu quelques gelures à cause de ça. Certains c'était les doigts, moi c'était les orteils, et donc on a débriefé. Une connerie par jour, mais jamais 2 fois la même. L'idée, c'est qu'il faut ritualiser l'apprentissage. Alors pour ça, nous, on fait très régulièrement, hein, tous les soirs, et bien sûr aussi en fin d'expédition, on fait la méthode KISS, que vous connaissez sûrement. Hein, c'est se poser 4 questions. Keep, qu'est-ce qu'on fait bien qu'il nous faut continuer? Là, l'idée, c'est de consolider nos points forts et de les pérenniser. Improve, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'on peut améliorer? Comment on peut progresser? Start, qu'est-ce qu'on ne fait pas encore qu'il nous faut faire demain? Et stop. Qu'est-ce qu'il vaut mieux arrêter, puisque là, ça commence à être de la stupidité. Alors, on a trouvé des solutions par rapport à cette situation, et on essaie toujours à nouveau là, de notre pacte et de compter sur l'interdépendance. Et en fait, la solution, on l'a trouvée chez les skippers. J'ai pu passer quelques temps avec un skipper, hein, donc qui fait un transatlantique en solitaire. Et en fait, quand vous êtes dans un bateau, il n'y a que des alarmes. Ça ne fait que sonner tout le temps. Donc dès qu'il s'endort, hop, il met une alarme pour se réveiller. Vous avez une alarme pour vérifier le cap, une alarme qui sonne si donc il y a un bateau qui rentre dans la zone, etc. Elle est donc là la solution. On a piqué l'idée au skipper, et maintenant on a des alarmes. Comme quoi, des fois, aller voir s'il se fait de mieux ailleurs, ça peut aider. Puis un petit process aussi, ça peut
faciliter le manque de lucidité qu'on peut avoir. Donc 3 principes. Le premier état d'esprit, accepter que rien ne se passera comme prévu. Le deuxième, en situation, essayer de rester focalisé sur les éléments sur lesquels vous pouvez agir. Et le troisième, le droit à l'erreur et l'apprentissage, une connerie par jour, mais jamais 2 fois la même. Alors je vous laisse découvrir ce que ça donne en situation. Image quand il fait 20 degrés, qu'on est tranquillement installé. Parce qu'en situation, c'est pas pareil. Imaginez qu'il fait moins 40, moins 50 que vous cumulez l'effort. Alors peut-être que ça vous amène à vous poser la question de mes motivations, en fait. Pourquoi je fais tout ça? Là, je le vois dans vos yeux. Et moi, j'ai juste envie de vous renvoyer la question, en fait. Vous aussi, pourquoi vous faites ce que vous faites? Vous prenez des risques, vous comptez pas vos heures. Peut-être certains, d'ailleurs, sur certaines périodes, acceptent de pas recevoir de salaire. On pourrait être justement salarié. Donc vous aussi, vous avez un moteur. Et moi, en tout cas, le cheminement que je fais, donc au fur et à mesure, et que je vous propose aussi peut-être d'alimenter, c'est que je continue à réfléchir sur ces 3 questions qui sont affichées. La première question, c'est l'envie. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Au plus profond de moi, là. Qu'est-ce que je veux vraiment? La question numéro 2, c'est celle de l'engagement. C'est pour passer du rêve au projet concret. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'obtenir, ce que je veux? Et la troisième question, on l'oublie un peu, mais comme nous, on est très vulnérables dans ces environnements-là, on se la pose évidemment. C'est la question de l'énergie. Comment je vais gérer mon énergie dans la durée? Quelles sont réellement mes limites? Et même, peut-être la question qui fâche, à partir de quand je suis prêt à renoncer et partir sur un autre projet? Voilà, je vous laisse avec vos propres réponses sur ces 3 questions. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes aventures entrepreneuriales. Je vous remercie.